Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Karim. On est très heureux d'accueillir ce soir Anne-James Chaton, qui est donc poète sonore, performeur, artiste plasticien, écrivain, qui a fait beaucoup de choses, qui a publié beaucoup de livres chez Aldante, des livres avec des CD, et qui publie donc son roman aux éditions Verticales en ce début d'année. Elle regarde passer les gens. Quand je l'ai lu, c'était pour moi une découverte, c'était une expérience aussi bien littéraire que sonore, j'ai envie de dire physique. Et donc on a décidé de commencer cette soirée par une lecture avant la discussion et les questions. Donc je vais laisser tout de suite la place à la lecture. J'ai gardé quand même mes mauvaises habitudes de poète sonore. Et je lis amplifié. Elle reprend le chemin de l'Actor Studio. Elle se rend à la première de certains Lem Show. Elle est au bras d'Arthur. Elle est acclamée. Elle est saluée par la presse. Elle veut tourner. Elle veut oublier. Elle reçoit un appel de la Fox. Elle veut encore un film à la compagnie. Elle ne peut refuser. Elle jouera dans Le Milliardaire. Elle sera dirigée par Cukor. Elle trouve le rôle ennuyeux. Elle exige une réécriture. Elle l'obtient. Elle sera confiée à Arthur. Elle valide la nouvelle version. Elle déplaît à Gregory Peck. Elle devra trouver un autre acteur. Elle est à Broadway. Elle est au bras de Montgomery Clift. Elle monte les marches du Henry Miller's Theatre. Elle salue Lorraine Bacall. Elle échange quelques mots avec Ingrid Bergman. Elle assiste au récital d'un Français. Elle est enthousiasmée. Elle a trouvé son milliardaire. Elle contacte son agent. Elle veut l'engager. Elle persuade les studios. Elle jouera avec Yves Montand. Elle fait remanier le scénario. Elle s'envole pour Los Angeles. Elle s'installe à Beverly Hills. Elle occupe le bungalow numéro 21. Elle prépare le film. Elle est avec Arthur. Elle ne le supporte plus. Elle s'est sentie trahie à Londres. Elle ne croit plus en leur union. Elle donne le change. Elle se sent mal. Elle appelle Anna Freud et lui conseille un confrère. Elle commence le tournage. Elle répète ses scènes avec Yves. Elle se sent proche de l'acteur. Elle s'amuse. Elle corrige son accent. Elle apprécie son sens de l'humour. Elle le trouve charmant. Elle a fait la connaissance de sa femme. Elle admire ce couple. Elle est au RKO Theatre. Elle assiste à la cérémonie des Oscars. Elle est en compagnie de Simone Signoret. Elle est au bras d'Yves. Elle est française. Elle est actrice. Elle est nominée dans la catégorie meilleure actrice. Elle remporte la statuette. Elle est le 13 août 1961. Elle a loué une villa. Elle est à Squaw Island. Elle est située à la pointe de l'île. Elle est en bord de mer. Elle a convaincu John de la rejoindre. Elle s'apprête à sortir en mer. Elle regarde les nouvelles à la télévision. Elles sont mauvaises. Elles font état d'un coup de force des autorités soviétiques. Elles ont ordonné l'isolement de Berlin-Ouest. Elles ont agi durant la nuit. Elles ont élevé une barrière de fil barbelé. Elles ont coupé la capitale allemande en deux. Elle doit renoncer à son week-end romantique. Elle reprend le tournage. Elle est dans son bungalow. Elle travaille avec Yves. Elle répète une scène. Elle se sent fiévreuse. Elle est allongée sur son lit. Elle est nue. Elle n'a pas besoin de chemise de nuit. Elle s'habille d'une goutte de Chanel. Elle l'invite à s'approcher. Elle l'embrasse. Elle couche avec lui. Elle est amoureuse. Elle est heureuse. Elle songe à quitter Arthur. Elle est de retour à New York. Elle a loué une suite. Elle monte dans une limousine. Elle prend la direction de l'aéroport. Elle est venue accueillir son amant. Elle l'assoit à côté d'elle. Elle l'écoute. Elle ne comprend pas. Elle rentrera seule à l'hôtel. Elle voit Montand lui échapper. Elle se remet à boire. Elle est dans sa chambre. Elle ne parvient pas à trouver de sommeil. Elle prend des médicaments. Elle en prend trop. Elle sera sauvée par Paula. Elle est conduite à l'hôpital. Elle subit un lavage d'estomac. Elle est transférée à Los Angeles. Elle a besoin de repos. Elle retrouve Arthur. Elle ne lui adresse plus la parole. Elle est en novembre. Elle annonce leur séparation. Elle décide d'arrêter de boire. Elle entame une cure. Elle se fait interner à la Payne Whitney Clinic. Elle craint le scandale. Elle sera enregistrée sous un faux nom. Elle est suivie par le docteur Chris. Elle ne ressent aucune empathie. Elle a été placée dans une cellule de béton. Elle se sent épiée par le huton de la porte. Elle entend des hurlements de femmes. Elle a été interrogée sans ménagement. Elle n'a commis aucun crime. Elle ne comprend pas cette dureté. Elle maudit les médecins. Elle fustige leur manque d'humanité. Elle a demandé à téléphoner. Elle en a été empêchée. Elle n'en peut plus. Elle se rappelle une scène de l'un de ses films. Elle saisit une chaise. Elle brise la vitre de la fenêtre. Elle ramasse un morceau de verre. Elle s'assied sur le bord de son lit. Elle attend.
Elle entend du bruit dans le couloir. Elle reconnaît le pas des infirmières. Elles surgissent dans la chambre. Elle tente de la maîtriser. Elle se réfugie dans l'angle de la cellule. Elle menace de se tailler les veines. Elle proteste. Elle est traitée comme une dingue. Elle refuse de se lever. Elle exige d'être relâchée. Elle est saisie par 4 hommes. Elle est menée de force au 7e étage. Elle est déshabillée. Elle est plongée dans une baignoire. Elle est lavée par une femme. Elle est reconduite dans sa geôle. Elle reçoit la visite du directeur. Elle réclame des explications. Elle n'a rien à faire à l'étage des grands agités. Elle subit seulement une petite dépression. Elle peut travailler dans cet état. Elle prend l'exemple de Greta Garbo. Elle lui rappelle les vagues à l'âme d'Ingrid Bergman. Elles étaient de grandes actrices. Elles ont connu des moments de faiblesse. Elles n'ont pas cessé de jouer pour autant. Elle est face à un mur. Elle parle à un imbécile. Elle se tait. Elle vient d'en faire. Elle écrit à son ex-mari. Elle le supplie de venir. Elle sort de la clinique. Elle est soulagée. Elle est admise à l'hôpital de Columbia. Elle y restera 3 semaines. Elle part pour la Californie. Elle est à Los Angeles. Elle est chez elle. Elle est au bord de la piscine. Elle se baigne. Elle est retirée du monde. Elle boit moins. Elle a invité quelques amis à dîner. Elle leur fait visiter les lieux. Elle s'arrête devant la bibliothèque. Elle saisit un livre. Elle feuillette les lettres à un jeune poète. Elle lit les vers de Norman Rustin. Elle s'est passionnée pour James Joyce. Elle a dévoré Ulysse. Elle a lu tous les romans de Karen Blixen. Elle a découvert Madame Bovary. Elle est en train de lire Cummings. Elle attrape un sous-verre. Elle exhibe sa photo dédicacée d'Albert Einstein. Elle en est fière. Elle lui a été offerte par Eli Wallach. Elle est fausse. Elle n'en sait rien. Elle est en mars 1962. Elle reçoit un appel de la Fox. Elle doit honorer ses engagements. Elle lit un scénario. Elle n'apprécie pas l'intrigue. Elle est cousue de fil blanc. Elle refuse le projet. Elle est convoquée. Elle est en difficulté. Elle doit tourner. Elle est sous contrat. Elle accepte. Elle doit préparer le film. Elle cherche un endroit calme. Elle achète une hacienda. Elle est en banlieue de Los Angeles. Elle est à Brentwood. Elle est sur Helena Drive. Elle est le 19 mai 1962. Elle s'envole pour New York. Elle se rend à l'anniversaire du président des États-Unis. Elle est au Madison Square Garden. Elle est appelée par le speaker. Elle monte sur l'estrade. Elle est magnifique. Elle est sensuelle. Elle est vêtue d'une robe scintillante. Elle porte un manteau de fourrure. Elle court sur le plateau. Elle se défait de son manteau. Elle le confie au speaker. Elle se tient devant les micros. Elle teste celui de droite. Elle se place devant. Elle le fait tourner. Elle regarde un jardin. Elle porte ses mains en visière. Elle observe la salle. Elle soupire. Elle regarde à court. Elle empoigne le micro. Elle chante Happy Birthday, Mr. President. Elle descend de scène. Elle est conduite dans une arrière-salle. Elle y retrouve les frères Kennedy. Elle offre une montre en or à John. Elle a fait graver l'inscription « Jack with love as always from Marilyn ». Elle est allée trop loin. Elle devient encombrante. Elle rentre à Los Angeles. Elle est en juillet. Elle n'a plus de nouvelles de John. Elle cherche à le joindre. Elle appelle Frank. Elle lui demande d'intercéder. Elle le harcèle. Elle n'obtient pas de réponse. Et le 4 août 1962. Elle est chez elle. Elle est dans sa villa. Elle est déprimée. Elle s'isole dans sa chambre. Elle appelle des amis. Elle est fatiguée. Elle prend des médicaments. Elle prend des comprimés. Elle prend du Nambutal. Elle prend une dose. Elle s'endort. Elle a besoin de repos. Elle ne retournera pas au studio. Elle partira en voyage. Elle prend l'avion. Elle atterrit à Rome. Elle est sur la passerelle. Elle aperçoit une meute de journalistes. Elle s'engouffre dans une berline. Elle a rendez-vous au Vatican. Elle porte une longue robe noire. Elle l'a fait réaliser spécialement. Elle est reçue par le pape. Elle s'entretient avec Jean XXIII. Elle poursuit son périple. Elle atterrit à New Delhi. Elle est au pied de l'Himalaya. Elle appréhende ce voyage. Elle sort de l'avion. Elle est accueillie par Nehru. Elle connaît son histoire personnelle. Elle a étudié l'époque du Raj britannique. Elle l'interroge sur ses séjours en prison. Elle se promène dans les jardins de sa résidence. Elle caresse un panda. Elle nourrit un tigre. Elle assiste au combat d'un cobra et d'une mangouste. Elle est effrayée. Elle se jette dans les bras du Premier ministre. Elle se recueille devant le mausolée de Gandhi. Elle navigue sur le Gange. Elle monte sur un éléphant. Elle visite un zoo. Elle est reçue dans le palais d'un Maharaja. Elle est couverte de cadeaux. Elle est vêtue d'un sari de soie. Elle porte un collier d'or et de perles. Elle défile dans les rues. Elle est acclamée par la population. Elle est comparée à une déesse. Elle est assise sur un fauve. Elle prend quelquefois l'apparence d'une lionne. Elle jouit de pouvoirs illimités. Elle apparut dans la nuit des temps. Elle naquit de la tempête et des déserts. Elle fut armée par les dieux. Elle acquit un trident de Shiva. Elle obtint un disque de Vishnu.
Elle fut conseillée par Lakshmi. Elle partit combattre le démon Mahishasura. Elle le séduisit. Elle lui promit de l'épouser si elle était défaite. Elle terrassa ses armées. Elle le tua. Elle ramena la joie aux habitants de la terre. Elle est la déesse de la guerre et de la paix. Elle est au service de la vertu. Elle détruit le mal. Elle prône le détachement. Elle lutte contre l'égoïsme. Elle invite à la connaissance de soi. Elle réprouve la colère. Elle incite à la générosité. Elle punit l'avidité. Elle encourage le discernement. Elle condamne le meurtre. Elle est Durga. Elle est adulée par la presse. Elle s'envole pour la France. Elle atterrit à Orly. Elle veut faire sensation. Elle a contacté Hubert de Givenchy et lui a commandé des tenues. Elle s'apprête pour la réception officielle. Elle revêt une robe de soie ivoire. Elle est brodée de fines perles. Elle est attendue au château de Versailles. Elle est accueillie par le couple présidentiel. Elle pénètre dans la galerie des glaces. Elle est resplendissante. Elle est assise à côté du général de Gaulle. Elle l'interroge sur la fille de Louis XVI. Elle évoque la vie du duc d'Angoulême. Elle se promène dans les rues de Paris. Elle charme les Parisiens. Elle fait une apparition à la télévision française. Elle se souvient de son année d'études à la Sorbonne. Elle envoûte les Français. Elle rencontre André Malraux. Elle a lu La condition humaine. Elle lui témoigne son admiration. Elle découvre le musée du jeu de paume. Elle contemple l'Olympia de Manet. Elle parcourt les pièces du château de Malmaison. Elle a un faible pour l'impératrice Joséphine. Elle est à Vienne. Elle est invitée à un gala. Elle se rend à l'ambassade des États-Unis. Elle retrouve John. Elle y croise Nikita Khrouchtchev. Elle plaisante avec le maître du Kremlin. Elle lui récite les noms des chiens envoyés dans l'espace. Elle lui demande un petit chiot. Elle le recevra 2 mois plus tard. Elle dîne au château de Schönbrunn. Elle porte une robe de soie rose. Elle est brodée de paillettes. Elle ravit des photographes. Elle découvre le palais de Sissi. Elle est émerveillée. Elle poursuit son voyage seule. Elle fait escale à Londres. Elle est reçue à Buckingham Palace. Elle obtient une audience auprès de la reine Elisabeth II. Elle atterrit sur la base militaire d'Andrews. Elle y est attendue par John. Elle lui raconte ses aventures. Elle soupçonne quelque chose. Elle ne lui fait pas confiance. Elle se méfie de cette Mary. Elle est blonde. Elle est très belle. Elle est très riche. Elle mène une vie de bohème. Elle peint. Elle expose à la Jefferson Place Gallery. Elle est libre. Elle est divorcée. Elle est fantaisiste. Elle est intelligente. Elle est originale. Elle tourne autour de John. Elle lui plaît. Elle n'est pas la seule. Elle est à la Maison Blanche. Elle donne une grande réception. Elle recevra ses convives en robe Dior. Elle a une prédilection pour les maisons de couture françaises. Elle fait venir les patrons de France. Elle les confie à sa couturière. Elle les copie à la perfection. Elle a convaincu André Malraux de traverser l'Atlantique. Elle veut l'impressionner. Elle a une faveur à lui demander. Elle souhaiterait exposer la Joconde aux États-Unis. Elle obtient l'accord du ministre. Elle est aux Anges. Elle est le 20 octobre 1962. Elle vient d'arriver à Glen Hora. Elle reçoit un appel de John. Elle doit rentrer immédiatement à Washington. Elle sera prise en charge par un hélicoptère. Elle sera conduite à l'abri nucléaire de Camp David. Elle refuse. Elle demeurera auprès de son mari. Elle ne peut le laisser seul pendant la crise. Elle est à la Maison Blanche. Elle est cloîtrée. Elle a interdiction de sortir. Elle est entourée d'agents de sécurité. Elle est calme. Elle garde son sang-froid. Elle veut détendre l'atmosphère. Elle organise un dîner. Elle invite des proches. Elle a convié Lee et Stas. Elle reçoit Bobby et Ethel. Elle est optimiste. Elle ne croit pas à la guerre. Elle s'emporte contre l'attitude des Français. Elle fustige leur égoïsme. Elle ne les a jamais trouvés très sympathiques. Elle a été blessée par la position de De Gaulle. Elle croyait la France une alliée. Elle rompt ses liens avec Malraux. Elle est le 14 janvier 1963. Elle est attendue à la National Gallery of Art. Elle inaugure une exposition. Elle montre la Joconde à ses compatriotes. Elle en est très fière. Elle est à Washington. Elle fait quelques emplettes. Elle achète de nouvelles tenues. Elle dépense 35 000 $. Elle court les antiquaires. Elle débourse 280 000 $. Elle affole les bureaux de la présidence. Elle est trop dépensière. Elle sollicite son beau-père. Elle remboursera une partie des frais. Elle part pour la Virginie. Elle est à Glen Hora. Elle prépare cette propriété. Elle l'a entièrement décorée. Elle est à 2 heures à peine en voiture. Elle y passe le week-end avec les enfants. Elle est rejointe par John le samedi. Elle monte à cheval. Elle a inscrit Caroline au club de poney. Elle part seule à la chasse au renard. Elle frappe quelques balles de golf avec son époux. Elle est inquiète. Elle est fébrile. Elle a des doutes. Elle a entendu des histoires. Elle est en avril 1963. Elle est enceinte. Elle limitera ses déplacements. Elle remercie sa secrétaire. Elle appelle une amie. Elle appelle Nancy.
Elles étaient en classe ensemble. Elle lui demande de l'assister. Elle veut cesser toute activité. Elle désire se consacrer aux enfants. Elle refuse de partir à Berlin. Elle se repose à Yannisport. Elle est sur la terrasse. Elle déjeune. Elle ressent des douleurs. Elle est inquiète. Elle téléphone au docteur Walsh. Elle doit être hospitalisée. Elle est le 7 août 1963. Elle est transportée en hélicoptère. Elle atterrit sur une base militaire. Elle monte dans une ambulance. Elle est conduite à l'hôpital. Elle accouche par césarienne. Elle est dans sa chambre. Elle est avec John. Elle est terrassée. Elle a perdu l'enfant. Elle ne peut assister à l'inhumation. Elle est trop faible. Elle a demandé une messe des anges. Elle a sollicité le cardinal Cushing. Elle est le 14 août. Elle part se reposer. Elle est de retour à Cape Cod. Elle est avec les enfants. Elle est avec John. Elle porte une robe rose. Elle est entourée de 4 chiens. Elle est allongée sur une chaise longue. Elle prend le soleil. Elle reçoit la visite de Lee. Elle a eu une idée. Elle a contacté Aristote Onassis. Elle a tout organisé. Elles partiront en croisière. Elles voyageront sur un yacht. Elles navigueront sur le Christina. Elles sillonneront la mer Égée. Elles visiteront les îles grecques. Elle est enthousiaste. Elle est férue de culture antique. Elle demande son avis à John. Elle ne partira pas longtemps. Elle sera accompagnée. Elle en a grand besoin. Elle vainc ses réticences. Elle est en octobre 1963. Elle s'envole pour le Pirée. Elle est accueillie par Aristote. Elle embarque sur le Christina. Elle fait le tour de l'embarcation. Elle dispose d'une piscine. Elle dispose d'une bibliothèque. Elle dispose d'une salle de jeu. Elle dispose d'un cabinet médical. Elle dispose d'une salle d'opération. Elle dispose d'un salon de massage. Elle dispose d'un salon de coiffure. Elle dispose d'une salle de bal. Elle dispose d'un orchestre. Elle dispose de 60 domestiques. Elle dispose de 2 cuisiniers. Elle danse tous les soirs. Elle goûte des caviars. Elle raffole du homard. Elle adore le foie gras. Elle s'enivre de champagne. Elle voyage. Elle est en Turquie. Elle est à Istanbul. Elle est au bord du Bosphore. Elle visite la mosquée bleue. Elle est à Lesbos. Elle navigue en mer Égée. Elle visite la forêt pétrifiée. Elle vogue en mer Ionienne. Elle accoste à Ithaque. Elle visite le village de Stravos. Elle se promène dans la ville de Smyrne. Elle porte le nom d'une reine amazone. Elle visite la cathédrale Saint-Jean. Elle est à Scorpios. Elle est sur une île. Elle est privée. Elle appartient à Aristote. Elle découvre Delphes. Elle est au pied du mont Parnasse. Elle est en Phocide. Elle visite le temple d'Apollon. Elle doit rentrer aux États-Unis. Elle reçoit un cadeau de départ. Elle repart avec un collier de diamants. Elle atterrit à Washington. Elle exhibe sa parure. Elle choque le peuple américain. Elle veut se faire pardonner. Elle accompagnera John dans sa tournée électorale. Elle est à la Maison-Blanche. Elle donne une réception. Elle se prépare à rejoindre ses invités. Elle est attendue par la presse. Elle marche dans le couloir. Elle gifle son époux. Elle sait tout. Elle sait pour Mary. Elle a été stupide. Elle croyait cette aventure terminée. Elle entend l'orchestre. Elle entend Hail to the Chief. Elle saisit le bras de John. Elle affiche un franc sourire. Elle descend les marches de l'escalier d'honneur. Elle accueille les invités. Elle est le 22 novembre 1963. Elle est au Texas. Elle est à Dallas. Elle est avec John. Elle est en voiture. Elle est vêtue d'un ensemble rose. Elle porte un chapeau tambourin. Elle salue la foule. Elle est dans une décapotable. Elle est dans une limousine. Elle est dans une Lincoln Continental. Elle roule. Elle est à l'angle d'Elm Street et de Houston Street. Elle passe devant la bibliothèque. Elle est maintenant sur Dealey Plaza. Elle entend un bruit de pétard. Elle se retourne vers John. Elle voit le sang. Elle prend son bras. Elle se penche sur lui. Elle lui parle. Elle entend un deuxième coup de feu. Elle lâche le bras de John. Elle le voit s'affaisser. Elle se précipite sur le coffre de la limousine. Elle hurle. Elle rampe. Elle appelle Clint Hill. Elle se retourne. Elle se rassoit auprès de John. Elle entend une troisième explosion. Elle voit John s'effondrer. Elle pose sa tête sur ses genoux. Elle lui parle. Elle arrive à l'hôpital de Parkland. Elle attend dans un couloir. Elle est assise sur un banc. Elle est couverte de sang. Elle est seule. Elle est à garde. Elle exige de pénétrer dans la salle d'opération. Elle est auprès de John. Elle ne pleure pas. Elle refuse de changer de vêtements. Elle montrera le sang de John au monde. Elle embarque sur Air Force One. Elle a fait installer le cercueil dans l'habitacle. Elle se tient aux côtés de Lyndon B. Johnson. Elle assiste au serment du nouveau président des États-Unis. Elle atterrit sur la base militaire d'Andrews. Elle est accueillie par Robert.
Elle monte dans une berline noire. Elle suit la dépouille présidentielle. Elle est conduite à la Maison-Blanche. Elle est accueillie par une garde d'honneur des Marines. Elle est exposée dans l'East Room. Elle y restera pendant 24 heures. Elle est gardée par la 3e compagnie d'infanterie des forces spéciales. Elle est bénie par Monseigneur Robert Paul Mohan. Elle reçoit les hommages des anciens présidents Truman et Eisenhower. Elle est recouverte de la bannière étoilée. Elle est ici sur un attelage ayant porté le corps du soldat inconnu. Elle est transportée dans la rotonde du Capitole. Elle est accompagnée du cheval noir sans cavalier. Elle passe devant 300 000 personnes. Elle repose sur le catafalque du président Lincoln. Elle reçoit les honneurs du président Johnson. Elle quitte la rotonde. Elle défile sur Pennsylvania Avenue. Elle est portée à la Maison-Blanche. Elle est accueillie par les chœurs de la National Academy. Elle est emmenée vers St. Matthews. Elle passe sur Connecticut Avenue. Elle est accompagnée de 56 cadets du Royal Island Regiment. Elle est suivie par 1 million de personnes. Elle est entourée de 26 cadets de l'Irish Defence Forces. Elle pénètre dans la cathédrale. Elle est honorée par les dignitaires étrangers. Elle est bénie par le cardinal Cushing. Elle est exposée en bas des marches du perron de la cathédrale. Elle est saluée par John F. Kennedy Jr. Elle est conduite au cimetière national d'Arlington. Elle y reçoit les derniers services funéraires. Merci beaucoup d'avoir envie que ça continue. Oh, alors, s'il y en a plus, en fait, il y en a beaucoup plus que ça. C'est une traversée du XXe siècle, donc en évoquant la vie, en théorie, de 13 femmes, mais je vais y revenir, il y en a beaucoup d'autres qui sont glissées à l'intérieur des trajectoires de ces 13 femmes, donc qui sont, comme on l'a entendu, qui ne sont jamais nommées. Je vais revenir à peut-être la traversée du siècle. Bon, c'est des icônes, évidemment dans le passage qu'on a entendu, on les a reconnues. Souvent, et en particulier dans la première moitié du XXe siècle, c'est des personnalités libres qui ne se laissent pas enfermer. Souvent, elles résistent à l'ordre établi ou à celui qu'on veut leur imposer. C'est des femmes qu'on comptait, évidemment. Elles ont souvent choqué. Souvent, elles ont fait fi des mœurs de leur époque. Pour les artistes, en général, notamment dans la première partie du XXe siècle, elles ont détesté en général les aspects commerciaux de leur art. Donc je voulais savoir comment était né le projet au départ et puis comment vous les aviez choisis. Le projet est né d'une performance que j'ai écrite il y a 5 ans. L'artiste circassienne Fiamina avait une commande du sujet à vif en Avignon, Festival d'Avignon. Il fallait commande d'une pièce de une trentaine de minutes. Et avec Fiamina, on a commencé à travailler sur ces figures de la féminité et de la transformation. Parce qu'elle travaille beaucoup sur la transformation, notamment des matières. Elle travaille sur la glace, sur le vent, Et à l'époque, j'avais travaillé sur 3 figures, un peu dans ce type d'écriture-là, qui étaient Bernadette Soubirous, Rosa Luxembourg et Lady Diana. Sur des formats, sur des séquences beaucoup plus courtes. Voilà. Ça donnait un texte, c'est bref, une dizaine de pages, mais qui, je pense, est l'origine. Si j'ai une origine à identifier, je pense qu'elle se situerait à cet endroit-là. Alors après, le choix, il y a plusieurs degrés de choix. Il y a des choix contraints et puis il y a des choix affectifs. Donc, bon, il y a une grande quand même dans le livre, comme une espèce de... Le livre, du fait du siècle lui-même et de la nature de la documentation qui est utilisée pour l'écrire, le livre suit l'évolution de ce qui se fabrique en termes d'image, de représentation de l'image. Ce qui fait que les sources du livre au départ sont beaucoup des sources livresques, biographiques. C'est l'écrit qui est principalement la source de ma propre écriture. Mais avec le siècle et avec l'avancée dans le siècle, la profusion de l'arrivée du son et de l'image animée, je vais utiliser progressivement
d'autres types de documents à écrire, ou à réécrire, ou à décrire. Donc les figures des femmes avancent avec cette évolution de la représentation iconique. Le siècle commence par des biographies de Camille Claudel, et par le journal le texte de j'accuse et s'achève quasiment par les images de vidéo surveillance de Lady Di à l'hôtel je sais plus quel hôtel à Paris avant qu'elle prenne sa voiture. Le Ritz, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que le siècle se découpe quand même beaucoup entre ces deux temps-là. C'est-à-dire qu'on arrive, quand on passe la Deuxième Guerre mondiale, on arrive sur Marilyn, on arrive sur des femmes qui sont plus tout à fait au même endroit. J'ai une question qui est en rapport direct. Du coup, le texte que vous avez enregistré avec, je crois que c'est avec le guitariste de The X là, sur Lady Di, fait partie du recueil? Non, c'est-à-dire que le texte qui a fait l'objet de ce Songs avec Andy Moore, il vient de la performance que j'avais créée avec Fiaménard. D'accord. C'est plutôt à cet endroit que ça se recompose. Ouais. Parce qu'en plus, je l'ai écouté cet après-midi, et du coup, en vous écoutant là faire la lecture, je me disais, c'est la même... C'est la même scansion. C'est la même scansion, oui. Ouais. Donc la partie qu'on traitait avec Lady Di, c'est vraiment les dernières heures. Ouais. Mais c'est la même écriture qui est en train de se composer. Après, l'autre choix, j'ai eu un choix de... Quand je disais des choix contraints, c'est que par exemple, il y a des très grandes figures que j'aurais aimé pouvoir amener dans le livre. Et le problème, c'est qu'elles couvraient une période trop grande de par leur activité. Si je prends une actrice comme Marlène Dietrich, je tenais 30 ans sur Marlène Dietrich. Donc il fallait aussi que je trouve des personnages dont la durée de présence au monde soit pas trop longue. La plus longue, je crois que c'est Virginia Woolf, et c'est déjà assez long dans le livre, c'est un temps qui est différent des autres. C'est aussi, voilà, ça fait partie aussi de... Effectivement, vous parlez de cette cassure, moi c'est quelque chose qui m'a... Enfin, la cassure du siècle, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, la différence entre avant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale. Et il se trouve qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est des femmes qui sont nées au XXe siècle, Oui. alors qu'avant elles sont nées au XIXe siècle. Et donc il y a dans au moment de cette cassure, donc le personnage de Claude Carin, qui est le personnage pendant la Seconde Guerre mondiale, dont on voit les actes de résistance à Jersey. Donc je voulais, oui, ça m'intéressait, à la fois de parler de ce personnage-là en particulier, et puis de cette cassure. Carin, j'avais au départ pris des directions qui étaient complètement différentes. C'était plutôt Eva Braun. Et puis, bon, j'ai continué à chercher. Je connaissais un peu le travail de Carin. Je suis allé lire ses textes. Bon, c'est aussi une personne qui m'a mis sur cette piste-là. Et quand j'ai lu le carnet de Carin ou les biographies, c'est tellement extraordinaire sa façon d'être dans son art et dans sa résistance. En même temps, les deux sont totalement imbriqués l'un dans l'autre. J'ai très vite abandonné la Braun pour repartir sur la figure de Carin, qui était plus compliquée à travailler parce qu'il y a très peu de choses sur Carin. Enfin, l'idée c'est que pour chacune de ces femmes centrales, c'est chaque fois 3 ou 4 biographies qui sont travaillées, plus de la documentation autre, en fonction de ce qui existe, la vidéo, de l'image, des photos, des articles de presse. Et dans le cas de Carin, c'est assez compliqué parce qu'il y a très très peu de choses en termes réellement biographiques. Il existe une biographie à ma connaissance. Après, je suis allé chercher dans ses écrits. Et c'est pour ça aussi que ce texte-là est très à cette facture-là aussi, parce qu'il se nourrit directement c'est quelqu'un un peu du Woolf aussi, hein, de l'écriture de l'artiste, pas de l'artiste. Alors il y a le fait qu'elles ne sont pas nommées, évidemment, c'est toujours elles. Ça a plein d'effets en fait, le fait qu'elles soient elles. Ça permet évidemment la transition. J'ai relevé des pages où le L change 7 fois d'objet. Oui. Il y en a peut-être plus. Mais... J'ai pas fait attention à ça. Donc ça permet la transition, ça permet le flux, ça permet ce côté quasiment hypnotique du texte, même quand on le lit, pas seulement quand on l'entend. Et puis en même temps, ça leur permet de retirer des noms qui d'ailleurs souvent ne sont pas leurs vrais noms. Marilyn Monroe. Oui.
Et ça permet de leur retirer du coup ce statut figé d'icône, et puis on les voit dans les actes qu'elles font tous les jours, dans leurs actes quotidiens. Donc je voulais savoir si ça aussi c'était quelque chose que vous aviez conçu dès le départ, ou si c'est venu Ce choix du elle, de ne pas les nommer. Oui. Et pourquoi? Parce que ça me permet immédiatement à la fois de construire le siècle, dans le sens où je peux construire une seule identité, une seule narration. Enfin, c'est une seule femme au final qui vit tous ces... Et ça me permet aussi toutes ces digressions, toutes ces bulles qui se créent dans le texte, parce que tout objet féminin, à ce moment-là, peut devenir vivant en quelque sorte, et peut venir nourrir, nourrir l'écriture et le récit. Ça me permet d'emblée, on appellerait en musique un mix ou un remix, très rapidement des sujets, de différents types de sujets, de travailler et de pouvoir vraiment m'amuser, parce qu'il s'agit aussi de s'amuser quand on écrit. De m'amuser sur ces digressions, sur ces transitions, alors que quelquefois ce sujet devient un objet, il y a tout un travail sur les voitures, dans le livre, ça m'amuse, voilà, parce qu'il se passe des choses avec les voitures dans certaines de ces vies. Il y a des voitures, il y a des maisons, il y a des déesses grecques, ça démultiplie de l'intérieur, c'est un peu comme ça. On est dans une intériorité très intime, et en même temps, depuis cette intériorité-là, avec ce sujet, on peut sortir partout. Tout à coup, on peut sortir partout. On peut aller à n'importe quel endroit et y revenir aussi très facilement. Ouais, je suis contente que vous parliez du côté ludique, parce que moi j'ai trouvé que c'était... Il y a à la fois une dimension d'enquête sur deux aspects. À la fois on se demande qui sont ces femmes. Bon, évidemment, il y en a certaines qu'on reconnaît tout de suite. La première, Camille Claudel, ou le passage que vous avez lu, Marilyn. Mais certaines, c'est moins évident. Donc il y a une sorte d'enquête. Et puis il y a le côté ludique avec ces changements de sujet, où on est pris par ce jeu. Oui, mais là, c'est... À la limite, c'est moi qui me fais plaisir, et c'est bien que ça fasse plaisir au lecteur, ce jeu. Mais c'est aussi moi, mon jeu dans l'écriture, que ça m'amuse à un moment de... Je lis... je parcours le journal de... Il était très compliqué à écrire le journal de Woolf, parce que le passage de Woolf, c'est énorme, donc il a fallu que je coupe, que je sélectionne beaucoup d'endroits. Et quand même, je tombe un moment sur... On en parlait tout à l'heure, sur cette affaire... Cette affaire dont parle Woolf dans son journal, le Maud Steele, c'est ça? Louise Maud Steele, un assassinat en 33 ou 31, je crois. 31. Une affaire criminelle qui à l'époque défrayait la chronique à côté de Londres, parce que ça leur rappelait tout de suite Jacques Léventreur, donc ils avaient fait tout de suite le lien. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez atroce que Woolf évoque dans son journal, mais elle ne fait que l'évoquer. Et là, après moi, mon plaisir à moi, c'est de se dire, qu'est-ce que c'est exactement que cette affaire, d'aller faire des recherches sur ce crime, et puis que du coup, Maud Steele, l'affaire entière est déroulée dans le corps du texte de Woolf. Il y a beaucoup d'endroits, c'est des digressions qui peuvent être plus longues ou moins longues selon la matière aussi que j'ai à traiter. Par exemple, Jeanne d'Arc, je m'amusais de faire toute une digression sur toute la vie de Jeanne d'Arc. Donc des femmes, il y en a quand même. Il y en a d'autres. Par moments, c'est comme des poupées russes. Il y a des trajectoires de femmes qui sont à l'intérieur d'autres trajectoires de femmes. Par exemple, dans Janis Joplin, oui. Il y en a une autre qui vient se glisser à l'intérieur, qui visiblement l'a beaucoup influencée et qui occupe une grande partie de... Et alors, vous avez commencé à parler de la documentation. Je voulais vous demander comment vous étiez documenté. Et puis, il y a à la fois ce qu'elles ont fait, leurs actes, et puis il y a aussi leurs émotions, leurs réactions. Dans le cas de Virginia Woolf, par exemple, il y a toutes ces lectures, tout ce qu'elle lit à la période, et puis la façon dont elle réagit à ce qu'elle lit, à ce qu'elle entend, à ce qu'elle voit. Oui. Donc, quelle est la part de biographie, éventuellement de fiction, s'il y en a une? Alors, c'est quand même souvent le cas dans mon travail, c'est-à-dire que la fiction est créée par la contrainte. C'est d'une certaine manière l'hyper-objectivité qui va générer de l'élément fictionnel. Dans le cas de
moments qui peuvent être plus intimes dans ces temps de vie de ces femmes, c'est l'accumulation des matières entre les différents textes que j'utilise qui m'oblige à un moment à créer les transitions entre ces matières-là. Et c'est dans ces temps où moi je dois relier les documents les uns avec les autres, ou les informations, parce qu'au départ c'est vraiment très information, je collecte pour chaque femme, dans un ordre chronologique, le plus d'informations que possible. Et c'est un peu de la couture, c'est-à-dire comme l'écriture, c'est toujours de la couture, mais c'est une forme de la couture, c'est-à-dire comment il va me falloir passer de cet événement-là à cet autre-là. Donc là, ça me laisse l'espace de 2 ou 3 phrases. Et c'est ces phrases-là... C'est jamais de la fiction. Au départ, c'est jamais de la fiction. Toujours basé sur... Oui, c'est toujours des documents, alors de nature diverse. Et voilà, ce qui est aussi, en travail d'écriture, ce qui est intéressant, c'est que la nature du document va générer d'une certaine manière sa propre phrase. C'est-à-dire, vous n'écrivez pas, vous décrivez pas de la même manière le film de Zapruder sur l'assassinat de Kennedy. Vous ne décrivez pas de la même manière qu'une photo de Virginia Woolf dans son jardin en 1935. Ou alors, quelque chose qui m'a beaucoup fasciné moi, dans le Woolf, et je m'en suis rendu compte après, par exemple, ces choses qui arrivent et qui se mettent en place parce que la matière est ainsi, c'est comment on montre la présence de la Deuxième Guerre mondiale dans Woolf. En fait, ça ne passe quasiment que par la radio. Parce que donc c'est que des questions de voix. On entend au loin Mussolini, Hitler et les autres qui sont en train de prendre possession du... Donc c'est vraiment la nature du matériel, du document. Parce que là je réécris le journal de Woolf. Je suis plus en train de collecter l'information dans une biographie ou d'écrire une photo. Et donc voilà, chaque document va apporter un peu son propre phrasé. J'étais très frappé, je vous découvre, j'étais très frappé dans l'expérience de lecture, où j'avais absolument le sentiment que vous étiez en train de décoder les mythes du XXe siècle. Et que le L faisait le fil directeur. Là. Et là, de temps en temps, c'était des choses que je savais, d'autres je ne savais pas. Je ne sais pas tout de Madame Kennedy, tout de Marilyn, etc. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment on se dit, mais alors, on est dans la fiction ou dans le réel? On apprend des trucs, hein, et puis tout d'un coup, on voit que les personnages, les elles en question, quoi, sont des personnages au-delà d'elles-mêmes. Quoi. Tout d'un coup, elles racontent des choses qui sont... J'ai trouvé ça un moment très, très fort. C'est un peu la même chose entre ce que je vous disais de ce rapport de la contrainte et de la fiction, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, plus on va être proche de la quotidien, du vécu, de la vie de la femme, plus l'événement extérieur va surgir de manière très... Même si c'est un indice, parce que par exemple là on traverse la crise du mur de Berlin, enfin, c'est juste le mot Berlin d'une certaine manière, qui nous met devant le mur. Que plus on va être à l'intérieur du quotidien du vécu, plus l'événement historique va prendre une nature particulière et ressurgir comme ça. Absolument. Mais la lecture des mythes grecs, c'est extrêmement trivial en même temps. Oui, c'est du cul, c'est des histoires comme ça et tout. Et tout d'un coup, ça prend une dimension extraordinaire. Ouais, c'est très marrant. Et alors, sur le travail de couture, d'enchaînement, il y a des moments où il y a une phrase comme ça d'enchaînement, on ne sait pas vraiment à quelle femme il se rattache. Oui, exactement. À un moment, ça glisse. Je ne sais pas si c'est fait volontairement, mais assez souvent, il y a une phrase comme ça où on se dit, mais où est la césure entre les deux L? J'ai ressenti ça tout à fait. Hein. Oui, c'était le travail qu'il n'y ait pas de coupure. Chacun va identifier la césure à un endroit différent. Il y en a certaines qui sont plus travaillées que d'autres, qui sont plus faciles aussi à les travailler selon les personnages qui sont reliés l'un à l'autre. Mais c'est un glissement. Sans faire de grands mots, c'est le glissement du féminin, hein, qui passe de l'une à l'autre. Alors j'ai pas lu la suite là, parce que je l'avais lu par exemple à la Maison de la Poésie, où derrière, là on a après la fin de la dépouille de Kennedy, on arrive immédiatement dans Janis Joplin. Et je lisais, donc j'avais lu un peu la suite du Joplin, c'était la Maison de la Poésie, et puis les gens viennent me voir après en me disant, mais je savais pas que Jackie Kennedy... je savais pas que Jackie Kennedy expliquait... À un moment donné, c'était limite, hein, tout à l'heure, entre Marilyn et Jacqueline, on ne savait plus trop, quoi.
Je veux dire, Marilyn était si cultivée que ça. Ah, mais ça, c'était Marilyn. Elle était vraie. Ah bon? Ah oui, les Cummings, les Joyce, les. Oui, c'était marrant. Ah ben, C'est- ça c'est c'était vraiment Marilyn. intéressant. Ouais, Tu vois, Marilyn. j'étais entre les deux, quoi. Mais il y a un enchaînement comme ça que moi j'ai adoré dans le livre, parce que je l'ai trouvé tellement emblématique de ce qui s'est passé au XXe siècle, qui est l'enchaînement entre Sylvia Kristel et Margaret Thatcher. Et je suis désolée de dévoiler Du du spoil, spoil, attention. mais je veux dire c'est extraordinaire, quoi, parce Ah que ouais. je veux dire ce changement de... C'est le seul endroit du livre où vous avez une rupture. C'est le seul moment où, si vous suivez le texte, Christelle ne devient pas vraiment. Enfin, elle le devient, mais d'une autre manière. Il y a une rupture dans le contenu, parce qu'après, quand ça arrive sur Thatcher, Christelle, c'est quand même assez violent, c'est brutal. Mais le passage, voilà, il est travaillé un peu différemment. Et donc j'ai compté effectivement, alors je n'ai pas tout compté, mais j'ai compté une page où une femme change, enfin, le elle change 7 fois, donc ça devient la femme dont il est question. Ensuite Salomé, donc la fille d'Hérode et d'Hérode. Ensuite la capitale française, les pancartes publicitaires, à nouveau la femme. Ensuite toutes les femmes, et puis à nouveau la femme. Et donc tout ça en une seule page. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a ces changements comme ça, mais en même temps on n'est jamais perdu. Alors parfois il y a un petit effet retard, c'est-à-dire qu'on lit les phrases, on se dit ah, mais là ce n'est plus elle, c'est une autre elle. Mais en même temps on n'est jamais perdu. Quand on arrive à suivre, je ne sais pas comment vous travaillez, des transitions, la logique. Bah, oui, ça a été dit. Moi, je trouve que ça a été un travail. Moi, je suis toujours un peu. De toute façon, l'écriture, toute écriture a son. Porte avec elle-même ses propres obsessions. Et moi, je suis tellement obsessionnel. J'aurais pu faire 600 pages. Hein. Mais à un moment donné, l'éditeur m'a dit bon, attention, parce que là, tu risques un peu de perdre ton lecteur. Ça a été aussi un travail avec l'éditeur, de me dire très bien, mais il y a à certains endroits, tu dois faire attention quand même à ne pas. Parce que pour vous donner un exemple, quand le livre s'ouvrait, au moment où Claudel ouvre J'accuse, moi je faisais 8 pages où c'était la lettre de Zola qui était réécrite. L'éditeur m'a dit d'accord, c'est très bien, mais tu rentres et hop, tu perds ton lecteur la seconde d'après. Il faut que tu attendes un peu, qu'il soit rentré dans cette prose, qu'il soit rentré dans cette histoire pour commencer à. Moi, ce qui me fascine dans ce genre d'exercice-là, c'est que d'une certaine façon, on est pris entre deux logiques. Il y a celle qui est celle-ci, c'est-à-dire vous êtes obligé d'avoir une logique pour mener quelque chose et mener le lecteur, mais en même temps on se dit ça pourrait être complètement aléatoire, c'est-à-dire on pourrait reprendre toutes les phrases d'un bout à l'autre et jeter dans un panier et essayer de faire et puis les réécrire autrement. Peut-être que C'est impossible. C'est impossible, mais parce que là, vous perdez le chapitre. Enfin, vous perdez il y a quand même il y a une chronologie qui est très ah oui, non, mais c'est très ça. précise. Si vous faites sauter la chronologie, effectivement, vous pouvez remixer. Mais c'est ce qui se passe un peu dans le livre, parce que vous voyez, et ça, c'est des effets de. C'est même accidentel, c'est la matière que j'ai travaillée qui les a amenés. C'est que par exemple, vous avez la rencontre entre Virginia Woolf et Sigmund Freud à Londres en 37, je crois, 38. Et vous retrouvez la fille de Sigmund Freud avec Marilyn Monroe. Parce qu'elle s'occupe de celle qui la conseille. De la même manière, vous avez quelque chose, un personnage qui est apparu comme ça en l'écrivant. C'est la reine Elisabeth II. Elle est dans tout le bouquin. Je m'en suis rendu compte à la fin, elle est là tout le temps. C'est ce que j'allais dire, il y a beaucoup de liens souterrains comme Voilà, ça. Il y a par exemple André Breton qui fait le lien entre deux personnages. Qui suis-je? Je ne vais pas dévoiler les noms de tout le monde quand même. Il y en a une qui est un personnage du début du livre qui en fait a été joué par une autre plus tard. Donc il y a beaucoup de liens souterrains comme ça. On a l'impression aussi des espèces d'épopées souterraines du siècle par ces liens-là qu'on retrouve dans le livre. Est-ce que tout est écrit au présent? Non. Il y a des passages. Certains passages qui sont passés. Dans les bulles. Pas dans les bulles. Oui, c'est certains espaces dans ces digressions. Un autre temps qui peut se mettre en place pendant quelques moments. Parce que le présent, c'est fort. Hein. Oui, le présent, c'est pour les 13 femmes en question. Elles sont au présent, elles vivent. C'est quand elles se mettent en miroir avec un autre objet ou avec
une autre figure féminine, on peut arriver vers on peut avoir des effets de flashback ou de... Jamais vers le futur. Je me demande s'il y a peut-être... Je crois pas. L'école. Effectivement, il y a beaucoup de repères chronologiques, il y a à la fois les têtes des chapitres, parce que les chapitres Ah, je- peuvent permettre de se repérer, donc en guerre, la dépression, les années. Et puis il y a souvent des phrases, on en a entendu certaines, des indications de date. Donc, Oui. elle est le 5 janvier 1919. Donc ça permet à la fois d'indiquer le flux et puis de repérer, enfin de mettre des bornes Ouais. dans le texte. Excusez-moi, c'est quoi la nécessité pour vous de travailler sur une contrainte? C'est quoi un peu chez vous? Si c'est pas une question indiscrète. Si. Ah, N'importe quoi. C'est c'est une pas, bonne finalement, question, c'est pas comme on dit. tellement... c'est pas, je parle de contrainte, mais c'est une contrainte. C'est pas tellement une question de contrainte, c'est une question de... En fait, je viens beaucoup de... Si j'avais pu ne pas écrire, si je n'avais pas écrit, je pense que j'aurais été plutôt peintre. Donc, quand je parle de contrainte, je devrais plutôt parler de cadre. Je définis un cadre. Et à partir de ce cadre-là, je fais, voilà, j'amène des matières qui vont m'aider, qui vont me permettre de préciser ce cadre. Et ensuite, je fais rentrer ces matières-là dans ce cadre-là. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, concrètement, la contrainte à laquelle je pensais, là, c'est sujet féminin, verbe complément. Oui, c'est la structure de la phrase. Donc une contrainte oui, c'est le comme principe. des petits polypiens, en fait. Peut-être. Mais je Ouais, réfléchis. c'est-à-dire que quand vous dites la date, elle est en 67, là, clairement, on sent l'obligation, enfin, c'est intéressant. Non, parce que là, si je mets des repères de date, c'est pas tellement. Là, c'est pas du coup la contrainte. C'est vraiment pour être c'est pour être dans le quotidien, dans la factualité. Quand vous datez toutes les actions qui vont arriver derrière, c'est des actions qui ont lieu ce jour-là, qui sont en train de se faire ce jour-là. C'est surtout dans cette logique-là que je peux donner des dates précises à certains moments. Quand j'ai entendu le mot contrainte que vous avez relevé, moi, je l'ai compris comme étant raconter l'histoire de ces femmes. Hum. Donc ça, voilà. Et la contrainte, ce que j'entendais, c'était le factuel. C'était pas du fictionnel. C'était Oui. des histoires réelles que vous transmettiez et que vous mythifiez, quoi. Ma Donc, contrainte, c'est ma matière. Voilà. C'est le choix de la matière que je vais ensuite travailler. Et une fois que j'ai cette matière devant moi, Oui. quels sont les cadres que je mets, les canevas que je me fabrique pour l'articuler, et pour lui faire devenir ce qu'elle est. Mais ouais, je ne saurais pas l'expliquer autrement. Là, on peut dire qu'il y a peut-être une contrainte, enfin, en tout cas, les phrases sont toutes extrêmement dépouillées, évidemment, elle plus verbe plus complément. Et aussi, quand vous lisez, vous avez un ton plutôt Oui, plutôt neutre. Oui. neutre. Et ça, je me demandais si à la fois ce dépouillement dans la phrase et dans le ton, c'était pour laisser au lecteur Oui. un maximum de sens, en fait. Oui, parce que si j'intonne ma phrase, j'ai le sentiment que je vais trop appuyer sur mon propre imaginaire, ou mon propre ressenti, et moins laisser... alors que là, je crée, et c'est aussi dans la structure de la phrase, et la simplicité de la phrase, et aussi de ce qu'elle dit, ça crée une forme de... Et on connaît ça très bien, notamment. Moi, c'est beaucoup les musiques répétitives américaines qui m'ont fait travailler à cet endroit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la répétition portée à son fait, elle crée de la fuite. C'est-à-dire, plus vous répétez, plus vous êtes, d'une certaine manière, plus vous êtes fermé dans votre forme, plus elle est close, plus elle est répétitive, plus elle est obsessionnelle. Elle va créer cette forme litanique qui, en termes de réception, a quasiment l'effet inverse. Ça vous permet d'en sortir.
Parce qu'il y a une habitude qui se constitue, il y a une habitude qui se met en place, et à partir de cette habitude-là, c'est un socle à partir duquel vous pouvez, l'imaginaire, l'esprit peut se libérer, y revenir ou pas, piocher à l'intérieur. C'est plutôt à partir de ça que c'est plutôt ce qui serait ce qui enclencherait le travail. Comment arriver à trouver cette forme qui, en articulant la répétition, va créer l'espace de la fuite. Pour que le lecteur ou l'auditeur commence à se raconter autre chose. Ah, vous pensez au lecteur dans ce cas? Ah, oui, je pense au lecteur ou à l'auditeur. C'est pour ça que j'ai ma voix très monotone. Parce que je me dis, plus je serai monotone, plus ça devient une espèce de musique de fond, comme ça une ritournelle dans le fond. Et comme ça, l'auditeur, il peut prendre dedans. Hein. C'est un flux. C'est un peu comme le livre. Hein. À la voix, il marche comme ma voix, le livre. Le lecteur, il fabrique sa propre histoire après. C'est marrant parce que c'est un des effets que recherchait aussi Alessandro Barreco pour Homère et l'Iliade, en fait, pour sa version justement qui était destinée à être récitée pendant jusqu'à 6, 12, 18 heures. Et il y avait vraiment une recherche de scansion hypnotique, en fait. Oui, c'est vrai. Alors j'ai noté le début du 4e chapitre, donc la Grande Dépression. On voit Virginia Woolf qui travaille avec son nouveau roman, donc Les Vagues. Donc, elle ne racontera pas d'histoire, elle brisera la linéarité, elle imagine des scènes, elles sont sans lien entre elles, elles s'enchaînent comme des vagues, elles sont de pures sensations, elles ne recherchent pas l'unité. Donc c'est un roman en flux de conscience, comme ça, entre prose et poésie. Je trouvais que ça avait pas mal de points communs avec ce que vous faites. Et je voulais vous demander comment vous travaillez la sonorité, les enchaînements, le rythme. En le disant à la voix. C'est vraiment à la voix que ça se fait. La voix, il y a un aller-retour permanent entre l'écrit et la voix. Voilà, il y a une version sonore éditée là, Non. du livre, non? Dommage. Pour une fois. Difficile. Ouais, c'est ça qu'il faudrait. Pour une fois, voilà, c'est peut-être le seul livre que j'ai fait sans CD. Parce qu'à la Maison de la Poésie, vous présentiez quoi? Ah ben je le disais, un extrait du Ah oui, texte. d'accord, c'est ça, vous faisiez ça. Et alors quand on vous lit votre biographie, donc vous êtes défini ou vous définissez comme un poète sonore. Oui. Vous pouvez nous dire ce que c'est, ce que ça implique La poésie sonore, c'est un courant qui émerge au tournant des années 50. Notamment en France, ça s'appelle différemment dans d'autres pays. En France, ça s'appelle poésie sonore. C'est des gens comme Bernard Haitink ou Henri Chopin qui à un moment se sont dit qu'il fallait impérativement que la poésie sorte du livre et que le monde rentre dans le livre. Mais en utilisant dans l'écriture un autre outil, qui était d'ailleurs plutôt celui des musiciens à l'époque. Et ils ont travaillé, eux, à partir du magnétophone à bande, qui apparaît fin des années 50. Donc ils ont écrit des livres, mais ils ont aussi écrit la poésie avec le magnétophone, en cherchant comment ces deux écritures pouvaient s'interpénétrer l'une l'autre. Donc c'est les premiers qui ont commencé ces objets hybrides qui étaient le livre et à l'époque le vinyle, puisque c'était l'objet le plus approprié. C'était l'articulation de ces deux écritures. Donc moi je viens de cette... eux-mêmes venant des lettristes juste avant eux, pour part des surréalistes, mais un peu moins, plutôt les Dada ou les futuristes. Et c'est vrai que voilà, les premiers travaux que je fabrique toujours d'ailleurs, reviennent de cette histoire-là. Oui. Haitink est mort récemment. Il y a un an, oui. Oui. Un peu. Et oui, moi je l'avais reçu dans une occasion un peu comme ça, il y a très longtemps. Et c'était absolument fascinant. Tout autour de Vaduz. Vaduz, Extraordinaire. c'est son tube. Vous avez récité ça. Il y a des tubes en poésie depuis. C'était incroyable. Incroyable. Ouais. Mais oui, on retrouve ça tout à fait. Intéressant. Et alors est-ce qu'il y a un lien entre ce livre-là et celui que vous aviez publié chez Aldante Les hommes illustres. illustres. Les hommes illustres. Je pense, oui, ça doit être un pendant. Oui. J'ai plusieurs années, je travaille sur les figures,
Bon, j'ai fait les hommes, je ne pouvais même pas faire les femmes. Alors, c'est quoi les hommes en question? C'est Vie d'Homzilus, d'après les écrits d'Homzilus. C'est une... Moi, D'après Plutarque. D'après Plutarque, oui. Ok. Là, je suis parti au Japon très longtemps. J'avais tout un travail auparavant sur des matières un peu différentes, qui sont les tickets de caisse, toutes ces choses-là. Et puis, j'avais cette résidence au Japon, je me suis dit, il faut... Je suis parti là-bas parce que je savais que je ne pourrais plus lire les tickets de caisse. Donc comme ça, au moins, en matière de travail, j'étais obligé d'aller chercher ailleurs. Parce que là, je ne disais plus que les chiffres, ce qui est passionnant, je travaillais beaucoup avec les chiffres, mais bon. Donc je me suis dit... J'avais travaillé quelques temps avant, où j'avais commencé à travailler un travail sur l'Énéide de Virgile, qui était un peu un entre-deux, sur retour au latin, et puis encore mon travail sur les matières d'écriture pauvre. Et en partant au Japon, je me suis dit, bon, bah vas-y, avec quelque chose que j'avais envie de lire. Donc je ne suis parti qu'avec les 2 tomes de la Pléiade des hommes illustres. Et il en est sorti ce livre. Finalement, il n'y a pas Plutarque dedans, mais c'est Plutarque qui a structuré ce livre-là, qui est 12 vies d'hommes illustres, d'après les écrits d'hommes illustres. Donc, par exemple, j'aurais écrit la vie de l'empereur Tibère en réécrivant la biographie, courte biographie de Suétone. Ou alors je réécris la vie de Descartes d'après Baillet. Ou alors la vie de Jésus d'après Renan. Ou la vie de Christophe Colomb d'après Jules Verne. Je réécris chacun de ces textes. Oui, il a écrit un petit texte sur le 4e voyage de Christophe Colomb. Génial. Bon, là, c'est un travail qui est plus dans la forme poétique que je traite auparavant, qui est très articulé avec le son, qui est assez formel aussi. Où les matériaux bruts sont plus, on les voit plus rapidement. Bon, on a l'impression qu'ils apparaissent. Ok. Et il y avait déjà Margaret Thatcher dans celui-là. C'est le dernier homme, en fait. Et alors, vous parlez d'Énéide, La mort de Virgile de Broch, vous connaissez? Ah non. C'est un livre complètement hypnotique. Alors, c'est Hermann Broch, donc il a écrit ça pendant la Seconde Guerre mondiale, juste après. Et ça raconte la mort de Virgile. Pendant 500 pages, complètement hypnotique, des pages qui font 500. Tu l'as? Ouais. Je crois que Hugues va le trouver. Ah, c'est un de mes grands bouquins, ça. Je vous l'offre. C'est des pages, des phrases qui font 40 pages, qui sont absolument incroyables, qui nous emmènent. Merci beaucoup. Je pense que Non, vous avez tous compris que partie c'était un livre magnifique. Vous Ouais, allez ouais. l'acheter, l'offrir. Je vous propose de continuer la discussion de manière informelle autour d'un verre. Et puis merci beaucoup Anne James. Bravo.